Eh bien, bonjour à tous et merci d'être si nombreux. Donc, l'amphi est rempli, donc c'est fabuleux. Donc, on a un panel, on est nombreux. En réalité, 5 personnes, ça fait du monde. Et en réalité, avec les étudiants qui sont juste devant nous et qui ont hâte de poser leurs questions, ça fait vraiment beaucoup de monde. Sylvain Carne, qui nous accueille ici, a eu un mot d'ordre très simple. C'est 50-50, donc 50% mes questions à moi et 50% les questions à vous tous, donc les étudiants et les personnes qui sont dans le public. Alors vous avez déjà, vu que vous êtes inscrits, vous nous faisiez l'honneur de votre présence, vous savez qui nous avons en face de nous. Donc nous avons Pierre Bessé, qui est juste à ma droite, qui est patron d'une entreprise familiale. Donc famille, confiance, entreprise familiale, confiance, on va parler de ça avec vous. Donc vous êtes à Nantes, mais on le disait à l'instant en coulisses, beaucoup à Paris aussi, pour des raisons évidentes, beaucoup de business à Paris. Valérie Decamp, qui est à ma gauche, sur la bio que je lis, donc vous avez débuté votre carrière au sein du groupe Énergie, la radio, donc, voilà. Vous avez fondé aussi, développé le quotidien Métro, donc le gratuit Métro donc, en France. Et donc vous êtes une experte reconnue de l'univers des médias et de la publicité. Donc bienvenue Pierre Bessé, bienvenue Valérie. Isaac Getz, un peu plus à mon extrême gauche, vous êtes conférent. À mon extrême gauche, mais ça ne veut pas dire, voilà, ne commencez pas, voilà. Vous êtes à ma gauche, voilà. Isaac Getz, donc vous êtes auteur, conférencier, professeur à l'ESCP. Et donc vous avez écrit pas mal de livres sur le management, sur la vie de l'entreprise, donc quelques-uns. Ouais. Olivier Lenel, bonjour. Donc vous êtes ingénieur, diplômé de l'Institut national agronomique de Paris-Grignon, expert comptable et commissaire aux comptes. Donc vous êtes un monsieur de chez Mazars. Voilà, Mazars que tout le monde connaît. Et Frédéric Mazella, à mon extrême droite cette fois. Voilà, pardon, je continue. C'est aussi la première fois. Je suis taquin. Donc, vous êtes normalien, vous êtes fondateur de Blablacar, entrepreneur, investisseur, et vous faites des tas de choses. En fait, vous faites tous des tas de choses. Et donc, c'est avec vous qu'aujourd'hui, on va parler de ce gros mot. Est-ce que c'est un gros mot, la confiance? Est-ce que, à une époque, moi j'ai l'impression, mais c'est peut-être un biais cognitif en réalité, une époque où il se passe des tas de choses, où il y a des tas d'incertitudes et en même temps de certitudes, la confiance aujourd'hui, ça vous inspire quoi? Frédéric Mazella, vous êtes le dernier cité, je commence par vous. J'ai envie de dire, la confiance, c'est peut-être la seule chose qui nous reste, que les machines nous laisseront. C'est ce qui nous unit, ce qui nous connecte, ce qui fait qu'on arrive à travailler ensemble, ce qui fait qu'on arrive à se projeter dans le futur. Parce qu'en fait, c'est ça, la confiance, c'est un rapport au futur, en fait. Parce qu'évidemment, sur ce qui est passé, on sait
ce qui s'est passé, donc il n'y a plus à avoir de confiance. Mais le mot confiance, il est vraiment, pour moi, relié complètement à une notion de futur. Donc c'est savoir si on va pouvoir faire confiance à l'autre, aux autres. Et alors c'est vrai que je pense qu'on va en parler en long, en large, en travers, mais aujourd'hui elle est mise à mal par beaucoup de mécanismes dans notre société qui font que beaucoup de fake news ou de choses fausses circulent, et donc se faire une confiance dans ce milieu-là, c'est plus compliqué. C'est plus dur de se faire confiance aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Est-ce que la confiance... 50 ans, je ne peux pas répondre. Oui, alors qui peut répondre à cette question? Mais est-ce que, mais compris, est-ce que dans ce contexte actuel, vous avez parlé des fake news, des réseaux sociaux, en fait, paradoxalement, on a une époque où il n'y a jamais eu autant de métriques, de data, d'informations, a priori fiables, et pourtant, la confiance est plus dure, enfin disons. Est-ce qu'on doute davantage par un surplus d'informations? Qu'est-ce que Valérie Descamps? On a souvent tendance à dire que trop d'informations tue l'information, ce qui est vrai, c'est une réalité. Tant que l'information est une information fondée, sourcée et donc vraie, ça ne pose pas trop de difficultés. Le problème que nous avons, et c'est sans doute pour ça qu'il est beaucoup plus difficile aujourd'hui de faire confiance, c'est que malheureusement aujourd'hui on accorde autant d'importance à une fake news qu'à une véritable enquête d'investigation. Et à moins d'être extrêmement averti, de dévorer l'information en permanence en sachant la décrypter, ouais. Il faut être aujourd'hui hyper expert. Et je pense que même pour les journalistes, c'est un véritable défi de savoir justement dissocier le vrai du faux. Et je pense que c'est ça qui abîme beaucoup notre lecture et donc la confiance. Mais les journalistes sont censés en effet faire leur travail et donc savoir déceler les bonnes, les fausses informations. Et c'est vrai que parfois, quand on reçoit un texto de Amélie qui nous dit que nos droits à la sécurité sociale vont être suspendus dans les 24 heures si on ne clique pas sur ce lien, moi, j'ai quand même très envie de cliquer. Pourtant, je suis journaliste et je suis dubitatif par essence, quoi. Ce que ça veut dire, c'est que justement, les sources sont très importantes. C'est ce que vous disiez. C'est-à-dire que tout part de là. Et donc, quand on utilise le nom d'Amélie pour faire justement une usurpation. Ça marche aussi pour les amendes, gouvernement, voilà, mais entaille, justement, machin. toutes les institutions qui ont construit la confiance au fur et à mesure des années sont les cibles d'attaques d'usurpation, puisque forcément, elles ont ce capital confiance qui permet aux gens d'agir, qui permet de leur faire des choses, justement, encore une fois, dans le futur, sur la base d'une réputation passée. Et donc, évidemment, les gens qui veulent usurper utilisent les grands proxys de confiance qui ont été créés. Il y a toutes les administrations, il y a aussi des grandes sociétés, il peut y avoir des noms aussi, des personnes individuelles de confiance qui se font usurper leur identité parce que justement elles étaient fiables avant. Donc c'est ça le grand piège. Mais ce que ça nous oblige à faire, cette multiplication des informations et des sources, c'est à plus travailler nous. C'est-à-dire que c'est ça le changement pour moi. C'est-à-dire qu'avant on pouvait juste prendre une information, il y en avait effectivement moins, on pouvait prendre une information et puis se la faire sienne et puis se dire que c'était un point sur lequel on pouvait baser notre réflexion. Maintenant, il faut aller faire un travail beaucoup plus fort, il faut regarder plusieurs sources et il faut soi-même travailler, entre guillemets, aller comparer les points de vue et puis faire aussi tourner son cerveau pour savoir ce qui est plausible, ce qui ne l'est pas. Et comparer, parce qu'en fait, quand il y a une fausse information, ce qui se voit, c'est que tout le monde ne dit pas la même chose. Voilà. Quand il y a une information qui est plus vraie, il y a à ce moment-là, tout le monde est un petit peu d'accord. Qui croire alors, Pierre Bessé, vous, la confiance, c'est un peu votre patrimoine, j'ai envie de dire, parce que quand on est patron d'une entreprise familiale depuis des décennies, c'est votre nom qui inspire confiance. C'est-à-dire que Bessé, c'est une marque, non? Bessé égale confiance pour vos clients. Alors moi, je suis dans un métier qui n'inspire pas confiance. Qui a une réputation. Donc déjà, pour ça que le sujet est passionnant. Nous, on fait du conseil auprès d'entreprises grandes, très grandes, voire très très grandes, à trop de valeur ajoutée. Comme on dit souvent, notre métier, c'est de repousser les limites de l'assurance pour leur permettre à elles de livrer leur potentiel et donc de se développer. C'est ça mon métier. Et donc, dans un écosystème comme l'assurance où, appelons un chat un chat, personne n'y comprend rien, d'accord ? Je pourrais vous interroger tous dans la salle, combien ont lu leur contrat d'assurance une fois dans leur vie? 2, oui, il y a un assureur là-bas, donc 2. Voilà. Il faut. Et puis au bout du compte, ça ne marche jamais.
Donc en fait, on s'assure, ça ne marche pas, les assureurs sont très méchants. Bon. Les gens vous font confiance alors qu'ils n'y comprennent rien. Donc le but du jeu, c'est qu'ils comprennent. D'accord ? Donc le but du jeu, c'est qu'ils comprennent. Et donc c'est la méthodologie, la pédagogie, l'exécution de notre métier et la manière dont on le fait qui a pour but ultime de générer de la confiance. Et comme je dis souvent à moi comme à toutes mes équipes, si on n'est pas dans un terrain de confiance, on ne bosse pas. Ça ne sert à rien parce que de toute façon, ça n'aboutira à rien. C'est un moteur aujourd'hui, c'est-à-dire que on va parler, donc justement, je vais donner la parole ensuite aux étudiants qui sont au premier rang. Et par ailleurs, vous tous qui êtes dans le public, si vous sentez une envie furtive, fulgurante d'intervenir sur ce qui est dit, levez la main et vous aurez la parole tout de suite parce que c'est aussi ça, la cité de la réussite manœuvrée. Je vous ai interrompu. Reprenez, Pierre Bessé. Reprenez. Non, mais vous m'avez coupé la parole, en fait. C'est vrai, oui. Non, mais je rappelais à notre public qu'il pouvait intervenir. Non, mais ce que je dis, c'est que dans une boîte comme la mienne, j'ai 3 publics en face de moi. Le premier public, ce sont mes collaborateurs, parce que je suis dans un métier de service, comme vous. Ce public-là, s'il n'a pas confiance dans le sens, la mission, le projet de la boîte, il ne peut pas s'engager. Donc déjà, ça commence là, ça paraît une évidence. Le second public, ce sont mes clients. Mes clients, il faut qu'ils comprennent ce que je fais, il faut qu'ils perçoivent la valeur qu'on va leur apporter, d'accord, pour, au bout du compte, petit à petit, tisser un lien de confiance. Et là, des histoires, je peux vous en raconter, des récentes, assez intéressantes et amusantes, sur lesquelles moi-même, je suis toujours interpellé. Puis le troisième public, ce sont les assureurs. Alors, les assureurs, vous les connaissez, vous les voyez dans la rue, hein, les AXA, Generali, SMA, BTP, etc. Et ces gens-là, vous ne leur faites pas avaler les couleuvres. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas en confiance et qu'ils ne sont pas en confiance avec vous, il ne se passera rien. Même si vous avez un très beau dossier, vous ne le prendront pas. Donc cette triptyque est évidemment passionnante, parce que si, et on en parlera après sur l'épanouissement et comment on l'a construit, si vous ne parvenez pas dans la durée, immédiatement et dans la durée, à construire et à bâtir ce socle, il ne se passera rien. Ça ne marchera pas. Eux, les étudiants, ils ne resteront pas parce qu'ils ne croiront pas dans le projet. Au bout du compte, les clients, ils vous échapperont. Et les assureurs ne vous feront pas confiance. C'est ça mon business. C'est très clair. C'est clair ? C'est extrêmement clair. Olivier Lenel, si on prend le pouls, avant de laisser la parole à un des 4, vous êtes 4 étudiants au premier rang, si on prend le pouls de la confiance aujourd'hui, en 2024, qu'est-ce que vous observez, vous ? Est-ce que c'est un mot ? Est-ce que je lisais tout à l'heure, mais est-ce que c'est un gros mot ? Est-ce que c'est quelque chose qui existe toujours ? Ah non, pas du tout. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pas du tout, c'est pas un gros mot, c'est un mot qui nous permet, je pense, de faire société, la confiance, en fait. Quand on disait qu'est-ce que ça vous inspire, la confiance, moi, je pense que la confiance, elle se donne, elle se reçoit, elle oblige, elle aide au dépassement de soi, finalement. Donc c'est plus qu'un mot, quoi. La confiance, c'est un acte. Et nous, donc Forvis Mazars, on est nous aussi effectivement dans les services professionnels. La confiance, c'est un peu notre credo, c'est notre métier finalement. On est un tiers de confiance. Ça fait une centaine d'années qu'on agit pour les entreprises, les très grandes dans le monde entier, les plus modestes aussi. On apporte ce rôle de tiers de confiance. Et pour faire tout ça, parce que là, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que je sens que je vais vous perdre. Quand on est commissaire aux comptes, par exemple, quand on est auditeur de durabilité, on s'appuie sur un modèle, et je voudrais insister sur 2 particularités de ce modèle, justement, qui met en œuvre la confiance dans notre entreprise. Le premier, c'est notre modèle de partnership. Alors, on est un type d'organisation particulier, où on coopte nos associés, où on élit nos dirigeants, et on s'appuie donc sur la confiance qu'on s'accorde les uns aux autres, qui nous confère une certaine légitimité, après, pour agir dans le cadre de notre mission. Et puis on accorde notre confiance aux plus jeunes, parce que chez Forvis Mazars, la moyenne d'âge c'est 29 ans. Et donc moi j'ai eu cette chance il y a un peu plus de 30 ans justement de faire des rencontres et de me développer au sein de cette maison. Et on a tout un modèle qui est construit justement et qui aide des tout jeunes qui nous rejoignent à apprendre beaucoup, à développer leur employabilité. On leur fait confiance et dans le même temps, on y reviendra peut-être, on leur précise ce que ça veut dire cette confiance. Parce qu'avec la confiance, il y a la responsabilité qui va avec. Parce que quand on est tiers de confiance, à un moment, on donne une opinion.
Et c'est une responsabilité exigeante. Vous parlez des tout jeunes. Alors, on va leur donner la parole. Vous dites 29 ans, moyenne d'âge. Là, vous avez quel âge vous, 21 ans, 20 ans, voilà. Donc encore plus jeune. Isaac Getz, est-ce que vous donnez facilement votre confiance, vous? Est-ce que moi je fais confiance facilement? Confiance facilement ou alors je dois faire question difficile. Autopsychanalyse. Alors, vous savez que mon sujet de recherche, j'étudie les entreprises depuis 30 ans et depuis à peu près les entreprises qui font la confiance à la fois à leurs collaborateurs et puis ce que moi j'appelle à leurs interlocuteurs locaux, les clients, les fournisseurs et les communautés locales. Et ceux qui instaurent ces relations de confiance, ce sont des leaders, des patrons. Et si vous me demandez quels sont les 2 obstacles principaux pour un leader d'entreprise, mais pas que d'entreprise d'ailleurs, ça peut être aussi la mairie, le ministère, il y en sont 2. 1, ego du patron. 2, la vulnérabilité. J'ai 1 minute pour expliquer, parce que là j'ai lancé ce suspense. Vous en avez même 2. Donc ego, ce n'est pas un ego sain, ça c'est très important, c'est évidemment un ego surdimensionné. Sous-entendu, un patron qui pense qu'il est le plus intelligent de son entreprise. Il peut l'être d'ailleurs. Mais à partir de ce moment-là, l'ensemble des collaborateurs vont comprendre qu'ils sont intellectuellement inférieurs. À partir de ce moment-là, de leur demander ce qu'ils pensent, ce qu'ils proposent, ne va pas marcher. 2, si on appelle ça parfois des patrons humbles, moi je n'aime pas trop ces mots-là, mais c'est dans le comportement, ce n'est pas dans les paroles. Mais à partir du moment où il ne se considère pas comme étant le plus intelligent, donc il a un ego correct, il va commencer à faire confiance. Et un deuxième point, un deuxième frein, ce n'est pas par hasard que j'ai un doctorat en psychologie, c'est la vulnérabilité. Faire confiance, ça veut dire le faire à 100%. On entend souvent cette phrase, en France d'ailleurs, c'est le seul pays à côté d'un autre pays où cette phrase est très populaire, la confiance n'exclut pas le contrôle. Je ne sais pas si dans le public les gens le savent. Parfois le nom de Lénine circule. C'est pas loin, mais c'est pas Lénine, c'est Staline qui a inventé cette phrase-là. Très populaire en France, de l'extrême gauche, vous avez parlé tout à l'heure. Et donc, je conclus. Et donc, vulnérabilité, ça veut dire que si vous donnez la clé d'un camion à un jeune conducteur qui a 3 mois, et qu'il y a un pilon et que vous êtes au sous-sol, il y a un parking, il commence à faire un créneau et vous voyez qu'il peut toucher le pilon. On ne peut pas créer stop et reprendre les clés. On ferme les yeux, on compte jusqu'à 10. S'il n'y a pas de bruit, ça s'est bien passé. Voilà. Je vous rappelle que vous pouvez intervenir. Vous pouvez poser vos questions comme ça, vous levez la main, et vous aussi d'ailleurs, autour de moi, faites-le, je vous en conjure. Et c'est l'heure de passer la parole à nos 4 étudiants qui sont là avec nous et qui ont des tas de questions. D'ailleurs, je m'excuse d'avance d'avoir déjà trop causé. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci pour votre présence. On tenait à vous remercier au nom des étudiants et je suppose aussi du public ici réuni pour le temps que vous nous accordez un samedi après-midi. Alors, je m'appelle Ange Semibi, je suis étudiant à l'école de droit de Sciences Po Paris, donc en Master 1. Et j'aimerais rebondir sur les propos de M. Getz, que j'ai trouvé très intéressant, sur la question de la vulnérabilité et de l'ego. Mais ce sera une question plus générale que j'adresse à tous les invités ici présents, puisque dans un premier temps, on a commencé par parler de la confiance en soi et du rapport à l'autre. Comment je fais confiance à la personne avec laquelle je signe un contrat. Comment faire confiance en entreprise. Mais surtout, si nous revenons même à la définition de ce qu'est la confiance, comment la distinguer de l'arrogance, notamment lorsqu'on est une personne influente? Merci pour cette question, en effet, assez profonde. Pierre Bessé, vous avez saisi votre micro en premier. Je commence par la fin, je commence par le début. Comme vous souhaitez. Je pense que la capacité de générer de la confiance dépend de soi-même.
Je m'explique. Le thème de la conférence, c'était l'épanouissement par la confiance. Je pense que si on n'est pas épanoui, on ne peut pas avoir confiance en soi. Donc, être épanoui, ça veut dire quoi? Ça veut dire cocher toutes les cases de ce que l'on est, de ce qu'on représente, de ses valeurs par rapport à soi. Et ce n'est pas si simple, hein, ça s'appelle au bout du compte le développement personnel. Et si dans la durée, vous parvenez à vous connaître, de facto, vous avez un peu plus confiance en vous. Et donc, si vous avez confiance en vous, a priori, vous générez de la confiance parce que vous devenez inspirant. Donc c'est ça, la première réponse que je ferai, c'est celle-là, comment je vais générer de la confiance. Je pense que ce n'est pas l'épanouissement par la confiance, je crois que c'est l'épanouissement qui va créer de la confiance. Et si je bascule maintenant sur l'arrogance, en préparant cet échange, j'ai fait ChatGPT, comme tout le monde, et la réponse qui m'a été donnée sur la différence entre la confiance et l'arrogance est pas bonne à mon avis. Grosso modo, l'arrogance, c'était une preuve de sottise. C'est pas vrai. Il y a plein de gens très intelligents qui sont extrêmement arrogants. Moi, je pense que l'arrogance, c'est un défaut de confiance en soi. Donc, c'est forcer la confiance de manière artificielle, et donc je deviens arrogant parce que je suis en recherche de reconnaissance dans le regard de l'autre. Mais si j'ai confiance en moi, pourquoi je suis arrogant? Oui. Pourquoi être arrogant? Parce que j'ai pas confiance en moi. Valérie Decamp. L'arrogance, c'est terrible, non? Quand on bosse avec un... Là, vous parlez des grands patrons, mais ne serait-ce que en microéconomie, quand on a un manager, un N+1 qui est arrogant, prétentieux et toxique, c'est un mot, pardon, un peu pénible, mais c'est ça qui brise en réalité, qui donne pas envie de bosser, quoi, non? Non, mais d'accord, mais à la base, Enfin, je vais répondre à la question, parce qu'il y a une vraie différence selon moi, mais la confiance, c'est quelque chose d'extraordinaire quand même. D'extraordinaire, qui unit les équipes, qui unit la société civile. C'est un ciment formidable, la confiance. La confiance, c'est quoi? C'est avant tout le respect, la confiance qu'on a en soi, donc le respect de soi-même, et de fait, le respect qu'on a en l'autre. À partir du moment où on est confiant avec sa propre personne, où on est, j'allais dire, centré, en phase, bien à sa place, complètement aligné avec ses propres valeurs, on respecte celles des autres sans les juger. Et pour moi, c'est le fondement de la confiance, c'est faire preuve d'empathie, d'écouter sans juger. L'arrogance, c'est quelque chose pour moi de négatif, pour le coup, puisque il y a un degré de domination, en fait. Quelqu'un d'arrogant, c'est quelqu'un qui ne va pas vous regarder de la même façon. Je suis en confiance avec vous, on est en confiance, on va se regarder de la même façon. Pas d'homme-homme, mais homme-femme. Si je suis quelqu'un d'arrogante ou de condescendante, je vais vous regarder de très haut. Et ça, tout de suite, ça brise un lien potentiel qui pourrait se créer entre nous. Donc, là où je vous rejoins, Pierre, c'est que je pense que l'arrogance, c'est sans doute un manque de confiance en soi. Et donc, c'est une façon de l'habiller avec beaucoup de prétention. Donc, à mon extrême gauche, enfin partout, tout le monde veut causer. Non, mais il m'arrive parfois juste d'interviewer des personnes. Je ne vais pas citer de nom, mais il m'est arrivé d'interviewer quelqu'un d'extrêmement brillant, d'extrêmement connu, qui m'a reçu en mettant ses pieds sur la table et en ne disant absolument rien. Multidiplômé, brillantissime. Comment on peut se comporter comme ça, en fait, pourquoi faire ça? Allez-y. Allez-y. Alors, Isaac. Quentin, on se connaît un tout petit peu. Mon expérience est un tout petit peu différente. Effectivement, peut-être je vais vers les leaders qui sont particuliers, parce que je les choisis. Hein, donc, c'est des gens, ce que l'on appelle des leaders authentiques. Néanmoins, je croise parfois... je sais pas, j'ai pas remarqué beaucoup qui ont cette étude d'arrogance, j'aurais dit, qui est manifeste. Donc il faut aller chercher. Je donne juste une anecdote, ce que je pense, ça peut être une attitude comme ça. On discutait de ça, du fait qu'effectivement il faut faire confiance à des collaborateurs. Et c'est un patron d'une grande boîte en France. Et puis on se croise 6 mois après, il dit, Monsieur Goetz, votre truc marche pas. C'est quoi ça marche pas, mon truc? Il dit, on m'avait dit qu'il faut demander
à des gens qui ont un problème, et il ne faut pas leur donner la solution, il faut demander ce qu'ils proposent, quoi. Ça ne marche pas. Je dis, mais comment c'est pas... Moi, je n'aime pas perdre mon temps, quoi. Donc, je leur dis, voilà, si vous venez avec un problème et pas avec une solution, c'est vous le problème. Il dit, personne ne vient me voir. C'est une vraie histoire. Alors, pour moi, c'est un petit signe quand même d'arrogance, ou si je fais un petit commentaire en tant que psychologue, peut-être un manque de travail sur soi. Si je peux rebondir de Rebondissez. simple Allez-y. sur la confiance. En fait, la confiance, pour moi, c'est du domaine du cadeau. Pas le cadeau pour le cadeau, mais le cadeau au sens de la gratuité, en fait. C'est considérer l'autre, c'est l'aider à grandir, c'est l'aider à renforcer son estime de soi. C'est ça, en fait, la confiance, finalement. C'est pas la délégation d'une tâche, c'est beaucoup plus fort, en fait. Merci. Olivier Lenel. Frédéric. Oui, en quelques mots, je dirais que, bon, il y a une première chose, je pense que paradoxalement, plus on sait qu'on ne sait pas grand-chose, plus on peut quand même, et plus on travaille pour essayer de comprendre quelque chose, plus on peut développer une forme de confiance en soi, simplement parce que on n'est plus dans une guerre de savoir justement qui c'est quoi. Et ça rejoint un sujet qui a été évoqué juste à l'instant, qui pour moi est très important. J'ai fait peut-être une sorte de révélation à un moment dans ma vie, à comprendre qu'il y avait vraiment deux modes de fonctionnement dans les interactions avec tous les gens qui nous entourent. Il y a le mode liberté et il y a le mode pouvoir. C'est extrêmement important de comprendre non seulement où nous on se situe quand on se comporte, du côté liberté ou du côté pouvoir, et surtout comment les personnes qu'on a en face de nous se comportent. Si vous êtes en face de quelqu'un pouvoir, c'est quelqu'un qui va effectivement essayer d'établir une relation justement de domination ou de pouvoir, et qui va se retrouver en mode arrogant pour essayer de prendre l'ascendant. Si vous êtes en face de quelqu'un de liberté, c'est quelqu'un qui exactement va respecter les points de vue des autres, parce qu'en fait lui-même il est libre de penser ce qu'il veut, il considère que les autres aussi, et donc à ce moment-là on a vraiment des relations d'égal à égal. C'est dans les relations, dans le mode pouvoir, qu'on a des relations qui se créent de domination ou de volonté de domination de certaines personnes sur d'autres. Et c'est assez important de bien comprendre déjà son mode. Alors moi je sais que le jour où j'ai compris ça, je me suis dit, mais en fait c'est ça, moi je suis totalement liberté, c'est sûr. À chaque fois que j'interviens avec quelqu'un, je peux parler à des gens de n'importe quel... avec n'importe quelle histoire, avec n'importe quel milieu, avec n'importe quel passé et expérience, de la même manière. Parce que je n'attends rien, en fait, aussi, des personnes avec qui je discute, c'est-à-dire à part la discussion et à part creuser des sujets. Je n'attends pas que cette personne-là m'aide, je n'attends pas de vouloir prendre un ascendant sur elle, je n'attends pas non plus qu'elle ait envie de prendre un ascendant sur moi, j'ai juste envie qu'on discute et qu'on construise des choses ensemble, mais pas dans une relation de domination. Donc ce mode-là, une fois qu'on l'a compris, je pense qu'on développe beaucoup plus de confiance en soi, parce que c'est lié justement à la liberté, et que les personnes qui sont en mode pouvoir peuvent vouloir, quelque part, faire croire qu'ils savent beaucoup plus que ce qu'ils n'en savent, tout simplement parce qu'ils pensent que le savoir donne un ascendant. Alors qu'à partir du moment où on a compris qu'on ne sait pas grand-chose, on se dit de toute façon cette arme-là, je ne l'ai pas, puisque je ne sais pas grand-chose. C'est intéressant, Frédéric Mazella. On dirait un système de recrutement. Enfin, vous venez de décrire la façon dont vous recrutez dans une certaine mesure. C'est-à-dire que quelqu'un qui se présente en face de vous, vous le considérez de la même manière, peu importe le job pour lequel vous le recrutez. Ah oui, mais il faut tester. Il faut vraiment tester. Alors, je peux vous dire un truc que je fais en entretien. Ce que je fais, c'est que assez souvent, justement, je me mets en situation, et y compris sur des sujets que je peux connaître, et parfois connaître assez bien, de faire penser à l'autre très fortement que je n'y connais absolument rien. C'est-à-dire, je ne lui dis pas « réponds-moi » comme si j'y connaissais rien. Je fais vraiment comme si j'y connaissais absolument rien. Et à ce moment-là, vous voyez comment mais en fait, vous savez tout. Non, sur ce sujet-là, sur certains sujets, il y a justement, je vais y venir, parce que je peux poser des questions effectivement sur des sujets que je connais, mais en laissant entendre que je n'y connais absolument rien. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, si la personne se met, entre guillemets, à me pipoter, à me raconter n'importe quoi, là je le sais.
Je le vois. Je me dis, ouf, voilà, c'est dangereux. Et pourquoi c'est dangereux et pourquoi il ne faut pas travailler avec une personne comme ça? C'est parce que le jour où, effectivement, vous êtes entouré de gens avec qui vous devez faire quelque chose et vous ne savez pas des choses, parce que très souvent, vous ne savez rien. À ce moment-là, vous allez vouloir vous tourner vers les personnes qui sont autour de vous, savoir si quelqu'un connaît quelque chose sur ce sujet-là. Si à ce moment-là, vous avez besoin d'un bon conseil, vous avez besoin qu'on vous dise quelque chose de vrai, d'efficace, et que cette personne-là, qui ne sait rien, se met à pipoter et à vous raconter n'importe quoi, vous êtes en position de gérer toute la société, et sur la base de ces fausses informations, vous allez prendre une mauvaise décision, vous allez envoyer toute la boîte dans le mur. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'entourer de personnes qui savent dire quand elles ne savent pas. Et pas de personnes qui font croire qu'elles savent quand elles ne savent pas, parce que ça, c'est une recette pour l'échec. Le sujet est vaste, et ça tombe bien, il nous reste 1 heure pour papoter. N'hésitez pas, hein, encore une fois, dès qu'une main se lève à la volée. Madame. Je voulais rebondir. Bonjour, Delphine. Je voulais rebondir. Olivier Henel, vous avez dit la confiance, c'est considérer l'autre, l'aider à grandir, renforcer son estime de soi. Et vous avez terminé par c'est pas de la délégation. Mais si la délégation, c'était ça, si c'était considérer l'autre, l'aider à grandir, renforcer son estime de soi, quand on délègue, vous êtes tous patrons. Isaac, vous êtes un spécialiste, vous travaillez avec des chefs d'entreprise, et on parle d'épanouissement. Okay. Moi, je voulais distinguer, j'étais sur le thème de la confiance, en fait, finalement, et le sortir d'une notion managériale directe, finalement. Mais bien sûr, quand on délègue à des gens à qui on donne sa confiance. Je suis complètement. Alors, est-ce que les deux se confondent? La bonne délégation nécessite la pleine confiance, finalement. Mais allez-y. Excusez-moi, j'ai mal formulé ma question sans doute. En fait, souvent, quand on parle de délégation en entreprise, on a un peu trop c'est un peu le synonyme de se débarrasser. Alors que finalement, logiquement, quand on délègue une tâche, ça devrait plutôt être de se dire quel est le talent qu'on va permettre aux collaborateurs de développer. Et c'est là où je retournais ce que vous disiez sur la confiance, en se disant finalement, ce que vous avez dit, je trouvais que c'était une formidable définition de la délégation. Je ne sais pas si je suis plus claire. Vous l'êtes. J'ai un petit peu des réserves sur le mot délégation. Ce n'est pas une attente fondamentale, universelle des êtres humains qui sont des salariés. Ce qu'ils veulent, on peut l'appeler l'autonomie. L'autodirection, ce n'est pas de la délégation. Délégation implique peut-être Olivier, ce qu'il veut dire, c'est autre chose, il veut dire peut-être autonomie. Mais ça doit venir avec la confiance, et la confiance complète. Délégation sous-entend dans les entreprises telles qu'elles est pratiquée, c'est que je te délègue un peu et je surveille. Si ça ne marche pas, je reprends le volant. C'est comme un papa qui va donner ça à son fils de 16 ans, mais s'il pleut un petit peu, s'il fait une faute, bon, là, il ne faut pas rigoler, parce qu'il commence à pleuvoir, etc. Donc, ce n'est pas ce qu'attend les êtres humains. Il y en a 3 besoins universels. Ceux qui sont dans Maslow, ça c'est 1943, il y en a maintenant de recherches plus avancées, donc il y en a 3. Hein. Le premier, c'est, on parle de la confiance, considération, bienveillance, on peut appeler comme vous voulez. 2, c'est le réaliser son potentiel. Et 3, c'est l'autonomie, de pouvoir décider par soi-même. C'est universel, c'est articulé différemment, mais c'est partout dans les entreprises ou ailleurs. Et donc c'est ça qui attend le collaborateur, c'est pas la délégation de la signature, c'est dans ton périmètre, tu as la liberté d'entreprendre toute action que toi et tes collègues décident étant la meilleure pour ton entreprise, pour la vision de l'entreprise. C'est pas faire n'importe quoi. Donc, c'est une des définitions de l'entreprise libérée, mais on viendra peut-être. Pierre Bessé, vous vouliez ajouter quelque chose? Isaac a dit pas mal de choses à l'instant, mais moi je ne peux pas entendre que la délégation, c'est se débarrasser. C'est impossible ça. Parce qu'un succès professionnel, un succès en entreprise, c'est qu'un succès collectif. Moi, j'ai toujours eu dans ma pensée de recruter des collaborateurs qui en savent plus que moi. Parce que je ne peux pas être bon partout. Je ne suis pas trop mauvais, mais je ne peux pas être bon partout. Donc je sais où je suis bon, parce que j'ai confiance en moi sur un certain nombre de sujets.
Mais j'ai des collaborateurs autour de moi qui sont meilleurs en sciences, en mathématiques, en machin, en trucs. Et donc, ça veut dire qu'au bout du compte, c'est ça qui crée un espèce de socle collectif qu'on va appeler de nouveau confiance. Et c'est ça qui permet de transmettre ce témoin de la délégation. Alors, vous parlez de la délégation d'un point de vue formel. Bon, moi, je parle plutôt du travail en équipe ou du travail collectif ou de la réussite collective. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, peut-être j'ai mal compris ce que vous disiez. Mais Isaac, d'accord avec moi? Réveillez-vous. Désolé, je suis parti dans mon tunnel. Non, il y a encore une autre dimension qui est intéressante, c'est-à-dire dans un confrère, on peut jouer sous les mots. Parfois, des patrons qui disent délégation, ils entendent ce que j'entends, mais il y en a d'autres qui, effectivement, ils surveillent. Il y a un élément très important. Moi, je connais, en tout cas, ce que j'ai observé, les salariés sont un peu comme les enfants, ils voient du faux à des kilomètres. Donc, quand les patrons, vraiment, ils n'entendent pas vraiment faire la confiance, quand ils utilisent les mots et ils disent, voilà, etc., ça ne marche pas. En revanche, quand on vraiment fait confiance, quand on vraiment dans le périmètre, comme vous dites, Pierre, on dit là où vous travaillez, j'ai confiance que vous allez trouver la meilleure solution, vous créez quelque chose qui est une condition incroyable. Jean-Christian Fauvet, un grand philosophe d'entreprise, il a appelé ça management par le vide. Vous créez ce vide-là dans lequel vous donnez la responsabilité à des collaborateurs de trouver des solutions et à eux seuls. Ça, c'est à eux de trouver la logique commerciale dans un tel secteur. C'est à eux de trouver comment on achète la meilleure façon. Et s'ils ne trouvent pas, ben on respecte, on ne va pas venir, on n'a pas trouvé, on va vous dire ce qu'il faut faire. Et c'est ça qui crée la puissance d'un dispositif. Absolument. Merci à tous les deux pour cet échange. Je suis en train de... Pardonnez-moi Valérie Decamp, je lis vos notes. Je ne suis pas attentif. La confiance se gagne. Si. La confiance se gagne d'abord grâce aux autres, aux parents. L'enfance, la place qu'on nous laisse en tant qu'enfant, c'est quelque chose qui élève, qui est capital, vous diriez, à un âge où là, on parle de management, de responsabilité, de business, mais quand on est gamin, on a 3 à 4 ans, la confiance qu'on donne déjà à ses enfants en tant que parents, est-ce que c'est déterminant pour la suite? Pardon, c'est une question un peu... C'est déterminant, c'est J'ai lu essentiel. vos notes, je suis navré, j'aime bien copier, moi j'ai toujours été copieur. Non, mais la confiance, je suis heureuse d'être là parce que pour moi, c'est quelque chose de très fort, la confiance. Ça veut dire quelque chose. Et il y a un autre mot qui est très important pour moi, c'est la résilience. Je parle de ça parce que du coup, ça me renvoie, vous avez piqué mes notes, mais je me suis beaucoup inspirée de ce que dit Boris. Vous avez tous pris beaucoup de notes. Hein. Boris Cyrulnik, qui travaille, comme vous le savez, sur la résilience principalement, et il parle justement de l'importance de la construction quand on est enfant. Quand on a la chance d'avoir des parents qui vous disent régulièrement qu'ils nous aiment, qu'on est fort, que la vie est belle, que le monde est un grand jardin, ben, on ne se construit pas de la même façon que quand on a des enfants, des parents alcooliques, violents, absents. C'est fondamental. Donc, bien sûr que la confiance, elle se crée à ce premier moment de notre vie qu'est l'enfance. Ensuite, la confiance, c'est un entraînement, c'est un travail. Je pense que vous avez entendu parler de la théorie des 10 000 heures, qui a été développée par le professeur Erickson. Non, ça ne vous dit rien, Isaac? Bon, je ne suis pas responsable de tous les professeurs. Hein. Et qui a été rendu célèbre plutôt par le journaliste canadien, Malcolm Gladwell. C'est quoi les 10 000 heures? C'est partir du principe que pour devenir un expert ou pour maîtriser son sujet, il faut travailler au moins 10 000 heures le sujet. Si on continue, ça fait 59 semaines. Ça dépend si on le fait en continu ou pas. Mais bon. Et ensuite, du coup, je reviens à la question, parce que la confiance, ça se crée d'abord, je pense, par une éducation, par un amour. C'est un amour, un acte d'amour, la confiance avant tout. C'est j'ai confiance en toi, je t'aime, je crois que tu es capable de... Ensuite, c'est un travail à produire qui est extrêmement important. Puis ensuite, on y va. Mais ça ne s'arrête pas là.
Avoir confiance en soi, là je vais citer, vous allez me dire que je suis très spirituelle aujourd'hui, je vais citer Jésus. N'ayez pas peur. Citer Jésus. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, qui a été repris c'est par... pas l'extrême gauche, ça. Hein. Qui a été repris par Jean-Paul II en 78. Mais n'ayez pas peur quand on maîtrise un sujet. Quand on maîtrise un sujet, on sait ce qu'on fait, on est compétent dans ce qu'on fait. Ça ne s'arrête pas là. Il faut être capable de sortir de sa zone de confort et de stress tester, justement, sa capacité à. Et c'est là où on peut vraiment dire qu'on est en confiance avec soi-même. Donc, bien sûr que la confiance, c'est le début de tout et c'est extrêmement structurant pour ce que nous devenons. Il est 17h10, à ce stade, je laisse la parole à un client. Ah, monsieur. La confiance est-il un acte de foi, c'est ça? Est-ce que ce n'est pas un acte de foi? J'ai foi en mes équipes, j'ai foi en mon patron, je pose un acte de foi parce que je ne connais pas, je ne suis pas certain que ce soit le meilleur expert, je ne suis pas certain que ce soit le meilleur patron. Évidemment, c'est un pari. C'est un pari sur la compétence, un pari sur les qualités, un pari sur la personne. Absolument. D'où vulnérabilité. Vous ne savez pas comment ça va se passer. Et très souvent, les gens ils pensent, ils vont abuser. C'est un grand sujet, ils vont abuser. 3% maximum. Mais les entreprises punissent 97% avec les contrôles, surveillance, etc. parce qu'il y en a quelque part, quelques-uns, qui vont abuser. Donc c'est un gros problème. Focalisation sur ceux qui abusent. C'est amusant ce que vous dites. C'est amusant ce que vous dites. Moi, je dirige une boîte familiale qui a été fondée par mon père il y a une soixantaine d'années, un peu plus, 65 ans. Quand je suis rentré dans cette boîte, j'avais 27 ans, 26 ans. Et je ne comprenais évidemment pas tout, mais j'avais confiance en moi. Coup de bol. Et mon père me disait, écoute, si tu ne comprends pas, fais un acte de foi. Et tu verras, ça va marcher. Donc ça veut dire que j'avais confiance en lui, et à l'évidence. Et lui, vous a fait confiance aussi, dans une certaine... Et donc, à l'inverse, il me faisait confiance. Et j'avais déjà confiance en moi. Donc tout ça collait pas mal. Et il me disait, fais un acte de foi. Donc j'exécutais sans comprendre. Et puis ça marchait. Alors là, tu apprends. Et puis tu progresses. Et tu prends confiance en toi. Frédéric Mazella, vous parliez tout à l'heure de pipoter, c'est vous qui disiez ça, pipoter, pipotage, etc. Aujourd'hui, avec les outils, je crois que le nombre de candidatures pour des jobs a augmenté de 50% avec l'IA, etc. Les deux façons, en gros, la quantité est énorme, mais la qualité c'est un peu amoindrie. Est-ce que toutes ces robotisations, pardon, c'est un peu tarte à la crème, mais c'est réel. Est-ce que toute cette robotisation, cette automatisation au détriment des singularités de l'humain, est-ce que ça nuit à la confiance, justement? Est-ce qu'on a toujours ce doute? J'ai une candidature, je reçois quelqu'un. Les documents que j'ai sur lui, qu'il m'a envoyés, sont-ils réels? Sont-ils honnêtes? Non, alors, évidemment que ça change tous ces rapports-là dans le recrutement. C'est-à-dire qu'il faut, comme toujours, c'est un peu comme la fraude, c'est-à-dire que c'est un jeu permanent. La triche, le chat et la souris. Donc voilà, et ça progresse dans un sens. Il faut que de l'autre côté, ça se protège et que les process qui ont été mis en place pour tricher trouvent comme écho des process qui ont été mis en place pour éviter de tricher. C'est tout. Donc il faut mettre des choses en face pour aller vérifier. On rejoint tout à l'heure la confiance n'exclut pas le contrôle, mais donc on fait confiance a priori, mais en même temps on se prémunit de. C'est pas moi, il paraît que c'est Staline. Donc je suis pas forcément très fier, mais on cite. Ça dépend. Moi je suis plutôt de l'autre côté de la côté table. droite. Voilà, je suis plutôt côté droite. C'est pour ça. Il faut s'assumer quand même. Isaac Goetz à l'extrême gauche cite de belles personnes. Attention, Staline c'est quand même particulier. Voilà. Mais il y a, alors c'est un sujet qu'on n'a pas exactement abordé là, mais il y a une citation sur la confiance que j'adore, qui est une citation de Sartre, Jean-Paul Sartre, qui dit. Encore un auteur très voilà. Oui. Très là où il est. Et qui dit la confiance se gagne en gouttes et se perd en litres. Et ça,
c'est hyper important à comprendre. C'est pour ça qu'on dit que ça se gagne. C'est-à-dire que ça se gagne. Pourquoi ça se gagne petit à petit? Parce qu'en fait, pour qu'on réussisse à se projeter vers l'avenir, ça rejoint, monsieur, ce que vous disiez sur la foi aussi, parce que de toute manière, la confiance, c'est ce que je disais au tout début, c'est lié à l'avenir. Donc c'est la confiance en l'avenir. Il faut cultiver le temps long. La confiance, c'est le temps long. Oui, on peut pas faire confiance totalement à seconde, quelqu'un sur un coup de tête comme ça. Il n'y a pas de coup de foudre. Il y a cette notion de temps, à la fois de temps passé, ou en tout cas d'accumulation d'informations sur quelque chose ou quelqu'un pour pouvoir construire sa confiance dans cette entité-là et se dire « Ok, j'ai compris comment elle interagit, comment elle a interagi dans le passé, donc sur cette base-là, on devrait pouvoir prévoir, c'est une notion de prévision aussi, on devrait pouvoir prévoir comment elle va se comporter dans le futur sur la base de toutes les données qu'on a dans le passé. » Alors parfois, ça prend un peu de temps de collecter les données. Et donc, voilà. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que vous qui travaillez dans le secteur d'assurance, j'avais appris quelques statistiques il y a quelques temps sur différents assureurs et différentes manières de faire. J'ai eu l'occasion d'interagir avec pas mal d'assureurs et je m'étais rendu compte, on parle dans toutes les activités, on parle de churn, mais c'est-à-dire le churn, c'est quand des gens partent d'une entreprise, c'est-à-dire qu'en tant que client, ils ont été clients pendant X années, puis au bout d'X années, ils changent. Donc chez les assureurs, ils changent. Alors chez les assureurs, c'est à peu près tous les 7-8 ans, quelque chose comme ça, que les gens changent d'assurance, ce qui fait que vous avez un churn d'à peu près 17%. Et il y a une marque qui s'appelle la Maïf, pour ne pas la citer, qui, elle, a un churn bien moins élevé. Bien moins élevé. Et ce churn-là, chez eux, il est à 2,5%, quand toutes les autres sont à 17%. C'est peu. Et pourquoi c'est 2,5%? C'est parce que eux, dans leur valeur, ils ont mis la confiance d'abord, et ils font confiance a priori. Ils ne viennent pas vous embêter sur les petites lignes. Ils vous font aussi des contrats tout sauf, c'est-à-dire on assure tout sauf ça, plutôt que de dire on assure ça. Parce que la complexité des contrats d'assurance, très souvent, c'est qu'ils listent ce qu'ils assurent. Sauf qu'évidemment, comme nous, on n'est pas experts, on ne voit pas ce qu'ils assurent pas. Ils ont dit on assure ça, ça. Et puis comme on ne lit pas son contrat, on ne risque pas de comprendre en plus. Et voilà, exactement. Vu on que le lit pas parce contrat qu'il est trop fait compliqué. 987 pages, c'est le code du travail, le truc. C'est pour ça qu'un contrat tout sauf, c'est beaucoup plus facile à lire. Un contrat tout sauf, c'est j'assure tout sauf ça. Ok, donc là on a compris, ça, c'est pas assuré. Et ça va beaucoup plus vite que de dire j'assure ça. Et donc, ils ont 2,5% de churn, c'est-à-dire que les gens restent 30, 40, 50 ans, quoi. Et en fait, dans ces 2,5% de churn, vous avez 1,25% qui sont des décès. Donc en fait, on ne peut pas tellement en vouloir aux gens qui décèdent de ne plus être clients. Donc en fait, le taux de churn est encore plus bas que ça. Et pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de faire confiance d'abord. Et quand on est dans un contexte comme ça, c'est un cercle vertueux, parce que non seulement, évidemment, on est bien couvert, quand on appelle, on est couvert, mais en plus, eux, ils ont beaucoup plus de données sur beaucoup plus longtemps que tous les autres assureurs. C'est-à-dire que quand on appelle, ils se disent, bon, alors lui, ça fait 13 ans qu'il ne m'a pas appelé, 14 ans. S'il m'appelle aujourd'hui, c'est pas pour me raconter un bobard. C'est que juste il a un problème, vraiment. Donc on va même pas lui demander. On sait très bien que comme il nous a pas embêtés pendant 10 ou 12 ou 15 ans, le jour où il nous appelle, c'est pas pour nous embêter et que donc il a un vrai problème. Donc on va l'assister, on lui demande même rien. Et donc ce temps long permet d'avoir une qualité de service qui va bien au-delà. Et cette confiance change beaucoup de choses dans les relations justement qu'on peut avoir avec ses clients. Donc le temps long, ouais, c'est important que. Alors j'ai entendu quelqu'un dans le public il y a 5 minutes. J'ai entendu une sorte de cri. Quelqu'un? Comment? Voilà, le monsieur qui est là. Ah ben un autre monsieur. Et ensuite je vous donne la parole. On a 4 étudiants qui vont tous s'exprimer, hein, mais nous avons le temps. Est-ce que votre question s'adresse à une personne en particulier? À tout le monde? Qu'est-ce qui peut nuire à la dégradation d'un climat de confiance? C'est ça? Donc, alors on va positiver comment on installe un climat de confiance dans une équipe, avant de parler de sa dégradation. Je préfère commencer dans ce sens-là. Comment on l'installe? C'est la palissade, ce que je veux dire, en faisant confiance. Tout simplement. C'est-à-dire que moi, je pense, là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Frédéric.
j'ai rien dit. Non, mais ce que vous disiez tout à l'heure sur le recrutement, moi je pense pas que la confiance c'est du temps long. Je pense que la confiance c'est spontané, c'est énergétique la confiance, c'est émotionnel. Vous voyez, ils sont tous les 4 là au premier rang, les étudiants. Ils ont hâte de causer. Je sais pas s'ils cherchent du boulot, mais moi ils m'inspirent confiance. À quoi ça tient? À rien. Ce matin, j'ai participé à l'écoute de plusieurs débats, 2 débats ce matin, et j'en parlais ce midi. C'est complètement énergétique pour moi. Il y a des interlocutrices, des speakers, qui m'ont inspiré confiance, et d'autres pas du tout. Mais à moi, peut-être pas à Quentin s'il avait été à ma place. Donc comment on installe un climat de confiance dans une équipe, mais en lâchant la bride, en donnant un objectif, un sens, en donnant les moyens, en laissant, passe ma expression, se démerder chacun, et puis en embarquant, en étant inspirant. Et ensuite, voilà. Et ensuite, ça se cultive. Mais surtout pas dans un climat de contrôle, de machin, de tout ça. Parce que ça, c'est une horreur Moi, j'ai une absolue. réponse extrêmement rapide. Valérie Decamp, moi aussi j'ai un truc à dire. Donc là, non, mais on félicite en public et on fait des reproches en privé. Et ça, c'est un truc de base. Mais si vous avez un manager qui fait le contraire, il vous détruit toute la confiance dans une équipe. C'est-à-dire qu'un manager qui engueule quelqu'un d'autre sur le plateau, c'est un désastre. Parce que, la personne qui se fait engueuler doit se défendre, elle ne sait pas trop comment faire. Et comment elle va faire par la suite de ça? En fait, elle va quand même essayer de regagner une forme d'amour-propre et de considération de la part de ses collègues, parce que se faire engueuler, ça ne fait jamais plaisir. Et donc, en fait, se crée ensuite un climat totalement délétère dans lequel la personne, pour se reconstruire de la confiance vis-à-vis de ses collègues, va commencer à dire tout ce qu'elle peut de mal sur le manager, mais ça se passe à la machine à café, ça ne se passe plus sur le plateau. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Donc voilà, il faut simplement féliciter en public, et quand on a quelque chose, un reproche à faire à quelqu'un, il ne faut jamais le faire en public. Il faut se dire, on a un sujet à discuter tous les deux, on va se mettre dans une salle, on discute. Et je vais vous donner la parole donc à Valérie, à Isaac, qui voulait peut-être Olivier aussi vouliez intervenir. Mais ce que vous disiez, juste, je me permets d'intervenir, mais il y a un biais cognitif totalement dingue, c'est-à-dire que vous, Pierre, vous allez intuitivement faire confiance à quelqu'un par l'habit, par la façon de parler, par le body language, tout ça, etc. Exactement. Et moi, peut-être pas. Donc il y a quelque chose de totalement intuitif et donc émotionnel. Vous avez eu confiance en moi quand on s'est parlé l'autre jour? Oui. Moi aussi. Et pourtant, on était sur écran interposé. Mais je vous ai d'emblée trouvé sympathique. Moi aussi. Valérie Decamp. Oui, je trouve que ce qui est intéressant quand on dirige une entreprise, c'est difficile de faire confiance comme ça spontanément à quelqu'un. C'est peut-être même un peu dangereux. Donc moi, je préfère avoir une approche de créer la confiance, créer la configuration pour qu'une équipe soit en confiance. Et ça commence par quoi? Ça commence par expliquer sa vision. Mais là aussi, c'est fondamental. Dire, expliquer où on va, pourquoi on y va. Être transparent, donc du coup avoir une communication extrêmement transparente, dire ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Être consistant, faire ce qu'on dit. Et je pense qu'à partir de là, quand vous avez ces 3 fondamentaux, vous pouvez embarquer vos équipes. Vous pouvez véritablement les engager et les aligner au sens noble du terme vers un objectif commun. Et ce qui est très important pour que la confiance perdure, c'est que quand ça marche, parce qu'en général, quand on fait ça, ça marche. Sauf si, il peut y avoir le Covid ou je ne sais pas quoi, qui d'un seul coup met à mal toute votre stratégie. Mais en général, ça marche. Il est indispensable que cette confiance soit partagée, que le résultat de cette réussite soit partagé. Que ce ne soit pas seulement le patron qui qui prend toute la gloire sans avoir ce souci de ses équipes. Pour moi, c'est fondamental. Et je pense que quand on est dans une... Après, je rejoins évidemment Frédéric, il faut savoir féliciter, il faut savoir faire la fête. On fait beaucoup la fête parce qu'on a de bons résultats, donc on fait souvent la fête. Il faut savoir aussi parfois passer par des moments plus difficiles, plus durs, mais on peut traverser des conflits avec des personnes clés, avec qui on a confiance, tant qu'on se parle.
tant qu'on est dans la transparence, tant qu'on est dans la vérité. Isaac Getz, vous deux, allez-y, rapidement, car nos étudiants trépignent et doivent parler. Très rapide. Peut-être, monsieur, ce qu'il a évoqué aussi, c'est parfois la situation dans des équipes où les gens ne s'entendent pas. Alors, c'est un cas que je connais, une entreprise libérée à Nice, une PME. Et donc, le patron, il me dit, voilà, on a mis en place, c'est génial, il a même témoigné avec moi chez EDF. Il dit, mais il y a une équipe, ça ne marche pas. Pourquoi ? Je leur demandais, mais pourquoi on vous donne la responsabilité, la liberté, vous ne prenez pas ? La réponse, on ne s'aime pas ici. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Et effectivement, oui, on ne sait pas. Et quand tu commences à creuser, en réalité, ce sont des gens qui ne savent pas se parler. Il suffit de dire à un collègue, ce qu'il t'a fait, c'est dégoûtant, bon, avec d'autres mots, qu'il se braque. Donc, on peut aider les gens, on peut apprendre la communication non violente, il y a écoute active, il y en a plein de choses. Donc, plutôt que parler tu parles je. Voilà ce que me fait, moi, par rapport à mon travail, etc. Donc, il faut investir. Si on veut que, effectivement, ces relations de confiance se créent, c'est aussi une façon dont on s'adresse à un collègue. Donc, tout ça, c'est un rôle des leaders de l'entreprise. Investir, hein, ça ne se fait pas comme ça, par un claquement de doigts. Les gens, ils vont être magnifiques. On ne sait pas, la plupart du temps. C'est vraiment un investissement. Hein. Olivier Le Nel. Je vais dire un petit mot sur l'épanouissement par la confiance. Un peu, c'est le thème de notre échange, finalement. Et l'épanouissement de nos collaborateurs, il nécessite finalement le bon accompagnement. Nous, finalement, on a coutume de dire qu'on a dépassé depuis bien longtemps le contrat de travail, et je pense que c'est vrai pour tous ceux qui sont sur cette tribune et dans la salle. On est passé à un contrat de confiance, finalement, hein, puisqu'on délivre de la confiance au marché. Nous, on s'appuie sur la confiance qu'on délègue à des jeunes, vous bientôt peut-être, ou qui ont, je le redis, 29 ans de moyenne d'âge. Donc on ne fait pas ça en lançant une pièce en l'air pour voir de quel côté elle tombe. On a tout un cadre d'apprentissage rapide, d'exposition rapide, de prise de responsabilité et d'accompagnement par les gens qui sont les plus seniors. Et ce contrat de confiance, ça c'est peut-être moins développé dans l'économie française. Il va jusqu'à, aujourd'hui, on a pris la décision de supprimer les clauses d'exclusivité de nos contrats de travail. Donc ça, c'est un marqueur de la confiance, c'est un exemple finalement. Et pourquoi on fait ça ? Parce qu'on pense que laisser la possibilité finalement à nos collaborateurs de prendre des initiatives professionnelles complémentaires à celles qu'on leur propose dans l'entreprise, c'est se confronter à des situations nouvelles, à l'innovation, à l'apprentissage finalement. C'est très vertueux pour eux, puisque notre promesse, c'est une promesse d'employabilité, hein, puisqu'on n'a pas parlé dans la conférence qui précédait la nôtre. Vous parliez tout à l'heure de churn, on parlait de turnover dans celle qui était avant. On est dans une industrie où le turnover est à peu près à 20% finalement. Et donc notre grande responsabilité, c'est justement de former techniquement et avec de belles valeurs des collaborateurs qui vont aller irriguer ensuite tout un tas d'entreprises dans le... Voilà, donc la confiance, c'est aussi ça finalement, la suppression de la clause d'exclusivité. Je pense que ce n'est pas très répandu, en tous les cas en France. Et ça marche. Et vous pourriez me poser la question de savoir s'il y en a beaucoup qui le font. La réponse c'est non. Mais en tous les cas, ceux qui le veulent peuvent le faire. Et il y a des gens qui cherchent à le faire pour se développer. Et c'est très très important. Merci Olivier Le Nel. Cette fois c'est vrai. Donc question pour un étudiant qui est en face de nous. Bonjour à toutes et à tous, je suis Nathaniel Guez, je suis étudiant à Sciences Po Paris. J'avais une question qui rejoignait un peu cette idée de vision. En quoi une entreprise à vocation sociale, par exemple, en quoi cette vocation permet aux employés d'avoir plus confiance en leur travail ? Qu'est-ce que vous entendez par vocation sociale ? Une entreprise à mission ou... À mission ou avoir un impact social ou environnemental. Ouais. Alors, bon, ça n'a pas grand-chose à voir, je pense, avec la vision. Mais dans le cadre de la vision et de la mise en œuvre, justement, de la stratégie de l'entreprise, comment je peux effectivement intéresser les salariés en leur expliquant qu'ils contribuent à l'intérêt général ou au développement des biens communs. Alors, ça dépend dans quel secteur on se trouve. Là encore, je pense qu'il faut être sincère.
parce qu'on parle beaucoup de greenwashing. On pourrait de plus en plus parler du social washing, où il y a plein d'entreprises qui se disent être très contributives à l'intérêt général ou tout simplement à la société en général. Bon, si on fait des choses pour la société, il faut que ça en vaille la peine. Alors, je vais vous parler 2 secondes de notre entreprise, qui n'est pas connue, le nom n'est pas connu, mais alors que vous êtes à proximité en permanence, Média Transport, c'est la régie publicitaire. Donc, toute la pub que vous voyez dans le métro, sur les bus, tramways, gares, c'est nous. C'est une grande régie publicitaire, très discrète, mais extrêmement puissante. Quand on vend de la pub, surtout en ce moment, où les injonctions permanentes sont consommer moins, la décroissance, c'est l'antithèse des fondements de la pub. La pub a la vocation, quand elle s'est créée, à pousser la conso, à encourager les gens à consommer le plus possible. On est aujourd'hui dans une période totalement opposée. C'est chaud quand même pour expliquer à ses collaborateurs ce qu'on fait, c'est bien. Eh bien, ce qu'on fait, c'est bien, parce que peu de gens le savent. C'est une régie, j'ai fait d'autres boîtes avant, c'est la seule régie, le secteur, c'est la publicité extérieure et Média Transport en particulier, on reverse, je ne parle même pas des impôts, hein, on reverse plus de la moitié de notre chiffre d'affaires à la RATP, à la SNCF. Et cet argent, en fait, donc la publicité qui est diffusée dans nos univers, c'est plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc plusieurs centaines de millions de chiffre d'affaires repartent à la RATP et la SNCF pour renouveler les parcs de bus tout électriques, pour rénover les gares et les stations. C'est une publicité utile. Je peux vous assurer que depuis qu'on vit ça, en fait, beaucoup mieux, et on communique, on partage ça avec nos collaborateurs, ben, je pense qu'ils n'ont pas tout à fait la même disposition. Je pense qu'ils sont plus heureux de bosser chez nous, en pub, que dans une régie purement commerciale qui ne pense que à faire un max de pognon, pour le dire très crûment. Faire un max de pognon, très bien. Et puis les publicités qui sont dans le métro, est-ce qu'il y a un choix, entre guillemets, au-delà, vous dites faire un max de pognon, est-ce que il y a une sélection. Un choix, est-ce qu'il y a une sélection j'allais dire éthique, mais... oui, c'est-à-dire qu'il y a un comité des sages. Comment est-ce qu'on sélectionne les pubs du métro, au-delà du pognon? Sur la base, alors, je ne sais pas si vous... Bon, je ne vais pas trop en parler parce qu'on est en début de contentieux avec le groupe Hachette, mais on a eu récemment... Les micros vont s'éteindre d'ici 5 secondes. On a eu récemment la demande de l'éditeur Fayard, qui appartient, comme vous le savez, au groupe Hachette, pour la publication du livre politique de Jordan Bardella. Il se trouve que nous, on travaille uniquement avec des grandes entreprises publiques, la RATP et la SNCF, mais pas que, tous les réseaux de transport globalement en commun en France. Dès l'instant où vous travaillez avec des entreprises publiques, vous avez un devoir de neutralité absolue. Donc on refuse la campagne. Voilà un des critères de choix qui nous appartiennent, qui nous obligent surtout, parce qu'on n'a pas trop le choix. Tout ce qui est principe de neutralité, de laïcité, c'est des conditions extrêmement importantes. Quand on a de la publicité diffamatoire ou de la publicité mensongère qui est interdite en France, ou des publicités sur l'alcool qui ne respectent pas la loi E20, on ne les prend pas. Donc oui, de ce point de vue-là, on a une véritable éthique, ce qui n'est absolument pas le cas globalement, la publicité digitale regarde, mais enfin, c'est pas du tout aussi strict que chez nous. Donc on a quand même une forme de responsabilité à tenir, et on le fait. Isaac Guette, vous trépignez. Par rapport à la question de jeune homme. Nathan, c'est ça? Voilà. Comme moi, quoi. Guette. Extrême gauche, non? Donc, oui, alors, votre sujet, votre question, on entend assez souvent par rapport à des entreprises à mission, Bicorp. Première chose, du point de vue de chiffres, c'est extrêmement minime. C'est epsilon. On parle de quelques milliers d'entreprises. Par rapport à des millions aux États-Unis, il y a 33 millions d'entreprises et il y a 9000 entreprises qui sont concernées par Bicorp, pour Benefit, etc. Donc c'est une goutte. Mais en revanche,
Par exemple, RSE en France, toute entreprise de 500 salariés avec quelques comptes de chiffre d'affaires doit faire un rapport RSE. Est-ce que c'est convaincant pour les jeunes comme vous ici? J'ai des chiffres ici. 26% seulement des jeunes croient que leur entreprise fait assez du point de vue de la contribution à la société sociale, et 17% seulement croient qu'ils font assez pour l'environnement. Donc ce qui est communiqué, ce qu'on dit aujourd'hui, je parle de génération Z et millennials, n'est pas convaincant, les jeunes ne sont pas convaincus. Je termine, je travaille, il y a 2 sujets sur lesquels je travaille. L'un, c'est l'entreprise libérée, l'autre, l'entreprise altruiste, c'est-à-dire altère au service de l'autre, localement, à savoir les clients, les fournisseurs, la communauté locale, et comment l'entreprise peut se mettre au service inconditionnel de l'autre. Et ça, j'ai étudié des dizaines d'entreprises comme ça, y compris en France. Ça, les salariés, les jeunes, les autres, candidatures spontanées, ils sont convaincus quand ils voient vraiment ce que l'entreprise fait par rapport à leur processus, par rapport à leur métier d'activité de cœur de métier, pas des déclarations, je n'ai rien contre des fondations, etc. Mais par rapport à comment on travaille à l'intérieur vraiment, parce qu'eux, ils entrent dans l'entreprise, ils veulent voir ce qu'ils font tous les jours. Donc finalement, c'était pas prévu, mais c'est Isaac Getz qui pose des questions aux étudiants. On dialogue, on parle en confiance. Discutons d'ailleurs. Donc pour aller dans votre sens, est-ce que les fresques du climat, tous ces diagnostics RSE, etc., toutes ces ambitions, est-ce que c'est des choses qui vous font avoir confiance dans ceux qui les déploient, ou alors est-ce que vous êtes dubitatif? Est-ce que, on parlait de greenwashing, je ne sais plus qui a prononcé ce terme, est-ce que vous trouvez ça, vous trouvez que c'est un gage de confiance, ou bien pas du tout? Bonjour à tous, je me permets de prendre la parole. Présentez-vous. Je suis Erwin Aymon, je suis étudiant en droit à l'Université de Lorraine, en première année. Et moi je pense qu'il pourrait y avoir plus de transparence, que ça nous aiderait à mieux comprendre. Peut-être que je fais partie de cette majorité de jeunes qui ne fait pas confiance. Je ne fais pas partie des 17%, peut-être. Et je vais vous répondre par une autre question qu'on a préparée en tant que panéliste. C'est, est-ce que la transparence est nécessaire pour une relation de confiance? Tout à l'heure, on parlait de relations de confiance long terme, où il y avait besoin de temps, mais peut-être pour des relations plus courtes, que ce n'est pas nécessaire. Merci. Donc, la transparence, c'est un terme, Olivier Lenel, je vais vous donner la parole. La transparence, c'est un terme en effet qu'on retrouve partout, que ce soit la transparence des salaires, la transparence des compositions des produits cosmétiques. Enfin, il y a une espèce de... Oui, c'est vrai. Olivier. Absolument. Je vais juste rebondir sur la question précédente et celle-ci, finalement, en matière de RSE, en fait. Donc, effectivement, mon voisin de gauche, pas d'extrême gauche, Isaac le disait tout à l'heure, il y a de plus en plus d'obligations, vous le savez, pour les entreprises en matière de déclaration extra-financière. Les plus grandes entreprises sont engagées depuis bien longtemps, les moyennes aussi, parce qu'elles sont souvent dans leur supply chain, et une directive européenne qui a été transposée en France qui oblige déjà, dans un premier temps, les grandes entreprises à établir des rapports de durabilité maintenant. Les rapports de durabilité, pourquoi? Sans entrer dans les détails, qui sont assez complexes, pour justement permettre à toutes ces entreprises de se comparer, d'aller davantage vers la transparence. Et nous, dans notre métier d'auditeur, on est devenus des auditeurs de durabilité et on va progressivement donner une opinion sur ces audits de durabilité. Tout ça pour renforcer la confiance du marché sur ces indicateurs extra-financiers. Donc, moi, je pense qu'effectivement, il y a encore beaucoup à faire, ça c'est sûr, je pense qu'on le partage largement, mais il y a quand même un mouvement par rapport auquel la France s'est inscrite quand même dans les, entre guillemets, les bons élèves. Alors aujourd'hui, il y a des petites tentations politiques quand même autour de la simplification, de ralentir un peu ce processus qui est encore une fois, pour le voir au quotidien avec nos clients, qui est très exigeant et qui mériterait sans doute d'être un petit peu plus progressif, bien évidemment. Mais il se passe quand même des choses. C'est un exemple, c'est en particulier sur le reporting extra-financier.
C'est juste compléter parce que dans notre secteur, dans la pub, juste après, pour vous. La transparence est un véritable enjeu pour les marques. C'est une façon de fidéliser ou de recruter des nouveaux clients. Encore faut-il que cette transparence, encore une fois, soit réelle. On voit bien les produits, les entreprises qui veulent bien justement donner des explications sur les origines, sur les process de fabrication, sur les Nutri-Score, sur les consommations énergétiques. C'est celles qui sont le plus plébiscitées aujourd'hui par les consommateurs. Il y a une course à la transparence, en réalité. C'est le syndrome Yuka. On scanne, on veut tout savoir. Et la transparence, ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est très lié à la confiance. Quand vous regardez, alors la Blacard, pour la cause, j'avais regardé le covoiturage confiance. Vous avez beaucoup de slogans publicitaires qui utilisent le mot confiance. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez parlé du contrat. Le contrat de confiance, c'est Darty, ça. Voilà, on va pas faire de pub pour Darty, mais c'est la confiance vous va si bien. Enfin, bon, bref, tout ça pour dire que la transparence et la confiance est devenu un véritable enjeu publicitaire, en tout cas pour les marques. Merci. Vous évoquez Blablacar. En effet, Blablacar, Frédéric Mazena, vous en êtes le papa. En 2006, vous fondez cette boîte qui est en fait, au-delà du déplacement, enfin de la mobilité, c'est un truc qui se base essentiellement sur la confiance, parce qu'il s'agit quand même de partager un trajet avec quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout. Ça, c'est super flippant, non ? Justement, effectivement, tous les outils technologiques pour construire un Blablacar étaient là. Et ce qu'on a rajouté, c'est la couche confiance. Alors, ça nous a pris pas mal d'années et une bonne théorisation aussi de ce qu'est la confiance et notamment la manière avec laquelle on peut la construire en ligne. C'est pour ça que... C'était un mot essentiel pour vous quand vous avez monté la boîte. Complètement, parce qu'en fait, alors, il y avait pas mal d'obstacles de toute manière pour la création d'un service comme Blablacar, mais l'un d'entre eux, effectivement, était la confiance et surtout, il n'était pas réglé. Enfin, il aurait été réglé par personne d'autre que par nous. Donc, de toute manière, il fallait qu'on s'en occupe. Et la manière avec laquelle on le fait, c'est qu'on a théorisé sur la manière avec laquelle on peut construire de la confiance en ligne, puisque le principe, c'est que justement, on ne voit pas, on ne rencontre pas la personne avant de voyager. On ne la connaît pas. Parce que c'est mystère, c'est surprise, quoi. Oui, mais justement, il ne faut pas que ce soit surprise, et c'est pour ça que grâce à l'informatique, on est capable de récupérer beaucoup d'informations. Et alors, on a construit le modèle de confiance qui s'appelle le modèle Dreams. Donc, c'est les 6 lettres du mot Dreams, qui sont le D pour des informations qui sont déclarées. Donc, ça va être, par exemple, je m'appelle Quentin, j'ai 25 ans, je suis prof de maths, et voilà ma photo, et j'habite je ne sais pas où, à tel endroit, et je vais voir ma grand-mère. Bon, tout ça, c'est de l'information déclarative. Donc, c'est le D de Dreams. Ensuite, le R, c'est les ratings. Très important, les ratings, c'est tous les gens qui ont déjà voyagé avec vous, ils vous ont laissé des avis. Ces avis-là, je vais les voir sur votre profil. Quand vous tombez sur le profil de quelqu'un qui a 94 avis positifs avec une moyenne de 5 sur 5, vous dites, bon, c'est bon. Enfin, encore une fois, la confiance se base quand même sur un historique pour essayer de prévoir le futur. C'est toujours la même chose. Donc ça, c'est le R dans Dreams. Le E, c'est l'engagement. C'est pour ça qu'on a mis la réservation en ligne qui permet justement de s'engager en disant, oui, je viens demain, 18h30, je viens. D'ailleurs, j'ai déposé... Parce que la confiance, en effet, c'est aussi ça. Je m'engage à venir en temps et en Exactement. heure pour démarrer un trajet qui va vous mener à bon port, à l'instar d'un TGV Inouï qui est très fiable. Exactement. Alors, d'ailleurs, tout ce process-là, je l'ai écrit en long, large à travers dans un livre qui s'appelle Mission Blablacar, si ça vous intéresse de creuser dedans. J'ai vraiment écrit comment on a construit la confiance sur Blablacar. Mais le E de engagement, c'est le paiement en ligne. Pourquoi ? Parce qu'avant qu'on ait le paiement en ligne, on avait un système où les gens s'appelaient et disaient « oui, je serai là demain à 18h30 ». Sauf que les statistiques montraient que vous aviez 35% de personnes qui ne venaient pas. Donc, qu'est-ce qui se passait dans ce cas-là ? Quand les passagers ne venaient pas, voilà, les lapins. J'avais même, moi, discuté avec des conducteurs qui avaient dans leur téléphone 174 numéros de personnes qui n'étaient pas venues, auxquels ils avaient mis lapin dessus. Et comme ça, la prochaine fois que cette personne-là appelle, je lui prendrai pas une place, enfin, je lui réserverai pas une place puisque je sais qu'elle ne vient pas. Donc ça, c'était avant qu'on ait un système de réservation en ligne puisqu'il n'y avait pas d'engagement. Et donc, quand on est passé au système d'engagement avec le paiement en ligne, on a divisé justement les décommandes ou les lapins par 10, puisqu'on a aujourd'hui on est autour de 2% de désistement, quand avant on avait 35%. Tout simplement parce qu'on a fait de l'engagement, on a demandé aux gens de payer à l'avance. Parce que quand ils ne payaient pas à l'avance, c'est ça qui est dingue. La confiance, c'est un sujet qui me passionne évidemment, mais sur notre réseau, quand vous aviez un passager
qui avait dit qu'il venait et qui ne venait pas. Le conducteur, évidemment, était énervé. Qu'est-ce qu'il faisait la fois d'après? Au lieu de dire oui à 2 ou 3 passagers quand il avait 2 ou 3 places, il disait plutôt oui à 3, 4, 5 passagers en se disant de toute façon, il y en a bien un qui ne viendra pas. Donc, il faisait de l'overbooking sur ses trajets. Le problème, c'est que quand tout le monde venait, il se retrouvait avec 5 personnes, il se dit merde, j'ai que 3 places. Comment on fait? Il faut avoir un grand scénic et une plage arrière correcte. Ouais, donc, sinon, il aurait mis plus de place. Donc là, il disait non, je ne peux pas prendre tout le monde, donc il en laissait 1 ou 2 sur le trottoir. Que faisait le passager après qui s'était fait planter par un conducteur qui avait fait de l'overbooking? La fois d'après, il réservait dans 2 ou 3 voitures. Il en appelait 2, 3, il disait ouais, je viens. Comme ça, si j'en ai une qui plante, j'en aurai toujours une autre. Et vous voyez, cette boucle de non-confiance faisait que... Ça nous est arrivé quand on a commencé à avoir entre 500 000 et 1 million de membres sur la communauté. Aujourd'hui, Blablacar, c'est 100 millions de personnes, c'est dans 20 pays, du Brésil à l'Inde. Mais donc, pour vraiment passer à l'échelle sur le covoiturage, il a fallu qu'on instaure un système de confiance vraiment totalement béton. Parce que vous imaginez bien qu'un système de déplacement où vous avez 35% d'annulation, ou bien vous avez de l'overbooking, du surbooking, des gens qui restent sur le trottoir, enfin bon, bref, un manque de confiance totale, justement lié au comportement déviant d'un côté ou de l'autre qui font que chacun essaye de tirer la couverture à lui pour s'en tirer, eh bien, ça ne marchait plus. Donc, à partir du moment où on a mis la réservation en ligne, là, on a mis tout le monde d'accord. Pouf, terminé. Il n'y avait plus d'overbooking, il n'y avait plus de surbooking, il n'y avait plus rien. Et là, on a pu vraiment grandir. C'est comme ça qu'on est vraiment passé à l'échelle. Après, je finis rapidement sur le modèle Dreams. Il y a le A qui est les actions. Vous savez si la personne elle est inscrite depuis 6 ans ou depuis hier. Et si elle a publié 192 trajets, ou bien si c'est le premier trajet qu'elle publie, si elle était connectée il y a 3 heures, ou bien il y a 6 mois. Et tout ça, ça vous construit votre confiance aussi. Le M dans Dreams, c'est la modération. Donc ça, c'est tout notre travail de plateforme pour vérifier que les contenus qui sont publiés sont bien fidèles à ce qu'on attend d'une plateforme de covoiturage. Et puis le S, c'est social. Donc ça vous permet de relier votre profil Blablacar à un profil Facebook, ou un profil LinkedIn, ou un profil autre chose. Et donc, ça vous évite de pouvoir créer 14 000 comptes. Et ça permet de fiabiliser aussi l'ensemble. Et donc, une fois qu'on a mis en place le modèle Dreams, on a calculé le gain de confiance. Et aujourd'hui, les gens, on a fait un calcul en demandant sur un niveau de 0 à 5, quel est le niveau de confiance que vous donnez aux différentes personnes, en demandant la famille, les amis, les connexions sur les réseaux sociaux, les voisins, les collègues et quelqu'un que vous rencontrez sur Blablacar. Eh bien, quand on a fait ces statistiques-là, c'est complètement dingue. Aujourd'hui, dans le top 3, en fait, la confiance qu'on fait à quelqu'un qui a un profil complet sur Blablacar, elle est dans le top 3 des confiances, juste au même niveau que la famille et les amis, quand en fait, c'est beaucoup plus, on fait beaucoup plus confiance à quelqu'un qui a un profil complet sur Blablacar qu'à son collègue ou qu'à son voisin. Enfin, les statistiques, vous les trouverez sur le site si vous cherchez toutes les études sur la confiance qu'on a fait. Voilà, l'étude s'appelle Entering the Trust Age sur Blablacar, si vous voulez la trouver. Voilà, l'ère de la confiance. Je crois que là, oui, c'est très exhaustif et très clair. Mais non, mais vous m'avez chauffé sur le sujet. Donc, je vous ai chauffé. Il reste une question d'un étudiant et ensuite, alors il nous reste malheureusement 13 minutes, peut-être 20 parce qu'on s'en fiche, on cultive le temps long, on a dit. Donc, monsieur l'étudiant, levez-vous. Très bien, donc je vais faire vite. Alexandre Joannel, étudiant à l'EM Lyon Business School et à l'École normale supérieure de Lyon. Alors, j'avais juste envie de répondre à monsieur Goetz, justement, sur tout cet aspect RSE et la confiance au niveau des jeunes sur les entreprises. Pour reprendre ce qu'avait dit monsieur Mazella, la confiance se construit goutte à goutte. Donc, inévitablement, on est sur des nouveaux sujets, des nouveaux enjeux. Mais... Jean-Paul Sartre, évidemment, que je reprends goutte à goutte. Je le prends bien, hein, mais elle n'est pas de moi. Évidemment, ça prend du temps. Donc, nous, on essaye, avec justement ces nouveaux enjeux, d'intégrer les entreprises pour donner cette nouvelle vision. Et on l'espère, comme chez Forbis Mazars, d'avoir la confiance de la part de nos pairs pour qu'on puisse avoir la transparence et aider dans le futur. Ensuite, la question que j'ai envie de poser, ce sera pour Madame Descamps. En 2019, on vous nomme pour la Légion d'honneur. Et à ce moment-là, c'est un peu le Saint Graal français, le gratin. Pour vous, au niveau de l'épanouissement et de votre confiance, où est-ce que vous en êtes quand vous apprenez ça, justement ? C'est forcément un super bon moment. En l'occurrence, c'était la promo du 14 juillet. J'étais à l'hosto. Donc, non, mais pour rien de grave. Donc, j'ai appris ça avec beaucoup d'étonnement. Et vous voyez, je la porte parce que je suis fière de ça. Voilà, je suis très fière de ça.
Donc c'est un super bon moment. Après, c'était pas la fin non plus. Hein. Enfin, je veux dire, c'était un très très bon moment, mais il faut pas s'arrêter là, quoi. Il faut continuer. Faut avoir. C'était pas un objectif du tout. C'est toujours agréable de l'avoir, d'être désigné, mais c'est pas une fin en soi. Merci. Il nous reste alors. Ceci est très clair. Une autre question. Alors, donc désormais, il nous reste 10 grosses minutes. Les questions, enfin, la salle vous appartient. Monsieur, au 4e rang, la salle vous appartient. Madame, là-bas, la salle vous appartient également. Allez-y, dans un premier temps. Très bien. Donc, tout au long de cet échange, on a énormément parlé de la confiance en soi, de la confiance en l'autre, de la manière dont on l'a créée. On a vu qu'il y avait notamment des différences d'approche. Pour certains, c'est quelque chose de très inné, de très instinctif. Pour d'autres, il faut certains outils, certains éléments qui nous permettent d'arriver à une confiance qui soit solide et viable. Et puisque vous incarnez une certaine forme de réussite, j'aimerais rebondir sur tous ces sujets pour adopter une certaine ouverture et savoir comment, à titre individuel, chacun d'entre vous définit ce qu'est la réussite. C'est une question extrêmement exigeante. Je peux commencer parce que je suis en train d'écrire un livre sur ce sujet-là. Je vais vous citer, il n'est pas connu en France, mais en réalité, c'était un coach sportif, de ESPN, c'est-à-dire le coach du XXe siècle, le plus grand coach sportif du XXe siècle. C'est un coach de basketball universitaire de UCLA qui s'appelle John Wooden. C'est le championnat, pour ceux qui ne s'intéressent pas, c'est le championnat le plus dur de basket parce qu'il y en a 300, 360 équipes chaque année qui commencent, il y en a une qui gagne. Eux, ils ont gagné 10 fois sur 12 ans avec ce coach-là. Et donc lui, on lui dit toujours, mais est-ce que vous faites tout ça pour la réussite, pour vous, c'est la victoire. Il dit, on ne parle jamais de gagner chez nous. Ce n'est pas la définition de la réussite, c'est de win, de gagner, ce n'est pas notre définition de la réussite. Vous voulez connaître sa définition ? La définition, c'est la sérénité d'esprit que vous avez fait tout pour faire un effort, c'est très important le mot effort, faire un effort pour devenir le meilleur que vous êtes capable de devenir. Et c'est ce qu'il attend de ces joueurs-là. C'est pour ça qu'il y a des entraînements. On dit dans le sport, on joue comme on s'entraîne. Et c'est comme ça, il dit que tout ce qui vient après, les victoires, la gloire, les légions d'honneur, comme d'ailleurs Valérie l'a très bien dit, tout ça, c'est la conséquence. Et l'objectif, c'est ça la réussite. Il dit, je préfère de perdre avec mes joueurs qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes dans l'effort, etc., que gagner et je sais qu'ils n'ont pas assez travaillé. Merci. Allez-y. En 2 mots et sans... En 2 mots, moi j'ai reçu la confiance, je l'ai dit tout à l'heure, de mes associés en fait. Voilà. Et cette confiance, elle m'oblige, et donc moi ma réussite, c'est de les servir au mieux pour que notre projet, qui est un projet collectif, se développe en fait. C'est ça ma vision personnelle de ma réussite aujourd'hui. Valérie, en fait, on va faire un tour de table de façon très scolaire, parce que j'ai l'impression qu'on est bien parti. Pour moi, la réussite, j'ai plus le sentiment que c'est un jugement qu'autre chose. Il a réussi, elle a réussi. Moi, je ne me suis jamais levée le matin en me disant je vais réussir. La réussite, je suis d'accord, c'est une joie. C'est une joie en fait. C'est une satisfaction et c'est quand on... Ça me fait plaisir ce que vous avez dit, Zach, parce que vraiment, ma définition est très proche de ce que vous avez dit. Donc, je vais lire votre livre. C'est une excellente question. Une excellente question, monsieur. Merci beaucoup. Mais en fait, c'est d'être... dès l'instant où vous êtes à votre place, de sentir à sa place avec ses vraies valeurs et de donner le meilleur de vous-même et d'inspirer des gens, de les emmener, c'est le kiff. Pour moi, c'est ça la réussite. La réussite, c'est le kiff. Pierre Bessé, vous êtes d'accord avec cette sentence ? Moi, la réussite, je la segmenterai. Moi, je suis une boîte familiale. Donc la première réussite, c'était de passer derrière. Là, la case est cochée, ça a marché. Pas si simple. La deuxième réussite, c'était
d'implémenter une vision, une ambition, une mission dans le projet. D'accord ? Si vous dites je suis conseil en assurance, courtier, machin, ça n'a aucun sens. Il faut donner un sens à la boîte. Ça a marché aussi. Est-ce que c'est, pardon, je vous interromps, mais c'est plus flippant de réussir après une première réussite, d'autant plus quand c'est viscéralement... C'est plus flippant ou c'est très excitant. Oui, mais... Moi, j'aime bien regarder le verre moitié plein. Donc, je trouve ça beaucoup plus excitant. Mais ce qui est plus difficile de s'arracher que de continuer aussi. Donc, on peut voir les choses comme ça. Et la troisième réussite, ça sera quoi ? Ça sera de transmettre le bébé à d'autres. Puisque dans mon mental, j'ai toujours considéré que j'étais dépositaire d'une mission. D'accord ? Donc la troisième réussite, ça sera de donner les clés du camion à une autre équipe, petit à petit, et puis de la voir rouler encore plus vite. Et là, si ça le fait, vous avez coché vraiment toutes les cases. J'aurais coché toutes les cases, je trouve ça top. Et puis pour moi, la plus belle réussite, elle est au 5e rang, là. Elle est là-bas. C'est mes filles et ma femme. Ah. Parce que pour le coup, elles ont vraiment confiance en moi. Frédéric Mazella. Très bien, difficile de passer après ça parce que moi j'ai pas de membres de la famille ici, j'ai pas mes enfants dans la dans salle. Et quelle honte ça. Je peux pas faire la même. Non, pour moi la réussite c'est valable pour tout le monde parce que c'est simplement d'agir en fonction ou dans l'alignement de ses valeurs, c'est-à-dire ne pas avoir un désalignement, ne pas se dire chaque jour je fais un truc, mais en fait j'aimerais faire autre chose. Ça c'est horrible parce que c'est une situation un peu de malheur. Alors si je reprends la définition du bonheur par André Comte-Sponville, que peut-être vous connaissez, il a une définition extrêmement simple qui dit le bonheur c'est l'absence de malheur. Et ce qui fait que du coup c'est beaucoup plus atteignable par tout le monde, parce que si on se dit que le bonheur c'est un truc qui est inaccessible, effectivement on l'atteint jamais, alors que simplement se dire bon j'ai pas de malheur ou j'ai pas de grand malheur et donc je suis heureux, déjà ça donne beaucoup plus d'optimisme, beaucoup plus de confiance en soi, enfin bon, tout ce qu'on a évoqué. Mais dans tous les cas, pour moi réussir c'est faire ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire ne pas se retrouver dans une case à faire quelque chose qui n'est pas conforme à ses valeurs. Voilà. Merci. Il nous reste, selon le... Oh, les gens commencent à quitter la salle, mais je vous en prie, partez pas, il reste 4 minutes. Pas possible. Une dernière question, une ultime question. Au milieu, monsieur. Oui, c'est vrai, pardon. Je vous ai vu tout à l'heure. Allez-y. Oui, merci beaucoup. Et je suis content que mon prédécesseur ait posé la question de la réussite, parce que le thème de la table ronde était censé être l'épanouissement par la confiance que de la réussite. Donc j'aurais une question en ce sens, parce que j'ai bien aimé ce que Pierre Bessé a dit tout à l'heure sur le caractère un peu organique et émotionnel de la confiance, et ce qui est d'autant plus intéressant que ça peut aller à rebours d'une vision un peu rationnelle, cynique, froide de l'entreprise, où cette dimension émotionnelle ne devrait pas avoir lieu. Donc ça, c'est super intéressant. Et je trouve que ça résonne, on est à la Sorbonne avec des étudiants, et ça résonne avec la question du diplôme. C'est-à-dire qu'on est dans une société où il y a une surmythologie du diplôme extrêmement importante. Est-ce que vous, Pierre Bessé, qui avez une vision émotionnelle de la confiance, est-ce que le diplôme pour vous est un vecteur de confiance, alors peut-être de réussite, pas toujours, mais de confiance et d'épanouissement? C'est une excellente question pour clore ce débat. Le diplôme, la place du diplôme en France, est un pays où le diplôme est sacralisé, vous avez raison. Alors, je vais vous dire, le plus grand cauchemar, il ne m'écoute pas. Voilà. Le plus grand cauchemar de ma vie a été du collège à la fin de l'université. Je me suis emmerdé. Franchement, je me suis ennuyé. Je me suis ennuyé au collège, je me suis ennuyé au lycée, je me suis ennuyé à la fac. Et puis ensuite, professionnellement, ça a commencé à beaucoup m'amuser. Donc, est-ce que j'accorde de la confiance à la formation plus qu'au diplôme? À la formation, oui. Quand j'ai été formé, moi, j'ai été formé par un Vietnamien incroyable. Quand je sortais de la fac, je suis rentré dans cette boîte, qui au bout pendant 6 mois, toutes les notes que je faisais, il les déchirait, puis il les mettait dans le panier. Donc, évidemment, ça me rendait fou, parce que je sortais de 5-6 ans de droit, j'avais la tronche comme ça, comme tout le monde. Et ensuite, il m'a dit, vous savez, je vais vous apprendre à travailler, et le savoir, vous l'apprendrez si vous êtes courageux. D'accord? Donc, en fait, il m'a appris à bosser. Donc, pour revenir à la question sur les diplômes, non, je n'ai jamais focalisé là-dessus. Mais alors, vraiment jamais focalisé là-dessus. Moi, je focalise sur la personnalité. Elle m'inspire,
ou elle ne m'inspire pas. Si elle ne m'inspire pas, bah, je passe peut-être à côté d'opportunités, mais c'est la vie, c'est comme ça. Il y en aura d'autres. Je suis fan d'authenticité et d'inspiration. Je ne suis pas fan d'un super diplôme. Évidemment, si je coche les deux, c'est encore mieux. Mais voilà, donc je ne sais pas si je réponds à la question. Et pour clore, je terminerai. Il y a un ami d'une de mes filles qui n'est pas là, qui vient me voir. Il sortait de l'X. Il n'y a pas tout le monde dans la salle. Il sortait de l'X. Non, il y en a que 3. Il sortait de l'X et il vient me voir parce qu'il est pris à Harvard. Donc elle savait, elle dit, est-ce que je peux rencontrer ton père? Vous allez voir où je veux en venir. Et je le reçois. Je vois le môme rentrer dans mon bureau. Il m'inspire. Donc je lui dis, bah, t'es pris à Harvard? Bah oui, mais bon voilà, donc c'est $100,000 la première année, c'est $100,000 la seconde année, blablabla. Bref, il vient chercher du pognon, pour faire simple. Et au bout d'un quart d'heure, je lui dis, ok, je finance le tiers de ton année. Alors il tombe de sa chaise, il me dit, pourquoi? Je dis, parce que tu m'inspires et que j'ai envie que tu réussisses. Et que moi, $30,000, je vais m'en remettre. Si je peux contribuer à ta réussite, je vais le faire. Je ne travaillais pas dans le but de... Je le faisais uniquement parce que j'ai senti. Mais je lui dis, mais t'en as parlé à tes parents? Il me dit, j'ai que ma mère. Ah. Je lui dis, t'en as parlé à ta mère? Il me dit, non, j'en ai pas parlé à ma mère parce que sinon, elle va hypothéquer sa maison. Là, je lui dis, je mets 50 000. Et je te jure que c'est vrai. Ensuite, je lui ai filé 2 tuyaux de copains dirigeants, il était allé les voir, il a fait les 100 000. Et 6 mois après, je le revois. Ben, je lui dis, mais t'es pas encore parti? Il me dit, non, parce qu'il faut que je boucle la 2e année. J'ai dit, alors là, tu vas avoir confiance en moi, tu vas y aller. Et ta 2e année, elle va être bouclée dans 2 mois. Sa 2e année a été bouclée dans 2 mois. Voilà, pourquoi j'ai aidé ce mec-là? Parce qu'il m'a inspiré. Donc les diplômes, c'est bien, mais moi, je crois plus à l'inspiration, à ce que renvoie un humain vis-à-vis de moi. C'est mon mode de fonctionnement. Merci, Pierre Bessé. Le mot de la... « 30 secondes, Isaac Goetz, pour vous. Et en 30 secondes, vous voulez aussi, Frédéric Mazella? Non, moi, je voulais juste dire que si vous avez un projet d'aller à Harvard, voilà, il faut être inspirant et venir voir Pierre juste après la séance, c'est juste derrière. Là. Donc, je n'ai pas envie de, comme professeur dans une grande école, hein, donc voilà, qui donne des diplômes, et qu'il y a des élèves ici qui font ça. N'empêche que je pense, et j'ai enseigné dans les grandes universités américaines, en France, il y a un sujet à propos de diplôme. Il y a beaucoup de gens qui ne se sentent pas légitimes s'ils n'ont pas un diplôme. Beaucoup. Et pour vous rassurer, il y a quand même pas mal d'autodidactes qui ne sont pas si mauvais. Par exemple, je donne des exemples. Par exemple, Socrate. Ou chez les Américains, qui est le président qui est classé toujours comme étant le plus grand président américain, Abraham Lincoln, autodidacte, famille pauvre, totalement par lui-même. Donc, à mon avis, il ne faut pas avoir trop de complexes. Et puis par la suite, c'est vous qui, la façon de vous comporter. Si vous avez ce singe-là et vous avez ce complexe, ça va se voir. Mais si vous ne l'avez pas, il n'y a pas de problème. Même en France, on rencontre des gens qui ont super réussi, construit des grandes entreprises et qui n'ont pas passé par les cases par lesquelles il faut passer. Et donc je vais conclure cette discussion par les notes de Valérie Decamp, qui sont celles de Jésus. N'ayez pas peur. Bonne soirée à tous.